Alors, dernière question sur les États-Unis. Vous avez été proche des néoconservateurs dits de première génération. Le qualificatif prête aujourd'hui à la confusion. Rappelons juste que Daniel Bell, donc, qui vient de nous quitter, a toujours rejeté cette étiquette. Mais quels sont les autres liens que vous avez noués? Pourquoi et quel a été leur rapport avec votre pensée? Eh bien, écoutez, mon rapport avec ce qu'on appelle les néoconservateurs, mais effectivement, je comprends très bien pourquoi Daniel Bell a refusé ça, cette étiquette. Parce que moi, mon rapport essentiel, ça a été à travers des personnes, comme bien sûr Daniel Bell, mais comme d'autres aussi, comme Nathan Glazer, par exemple, et puis d'autres dont je pourrais citer les noms aussi. Mais mon rapport, ça a été surtout à travers une revue que j'ai trouvée une des meilleures revues de sciences sociales qui ait jamais existé, qui n'existe plus maintenant. C'était la revue qui s'intitulait The Public Interest. Alors, si vous regardez The Public Interest, vous avez des numéros qui comportaient un nombre exceptionnel, je crois, d'articles à la fois solides, novateurs, mais vous aviez des gens d'opinion très différentes. Il y avait des gens comme Gordon Tullock, par exemple, qui était, lui, vraiment un néoconservateur, mais qui était aussi un grand homme. Et alors, il y a, je me souviens maintenant d'un de ses articles dans The Public Interest, où il pose une question centrale. Does punishment deter crime? Est-ce que la punition dissuade du crime? Alors, ce n'est pas un article d'opinion du tout, c'est un article qui repose, comme les États-Unis sont un État fédéral, le même délit est traité différemment dans les différents États. Donc, pour un sociologue, c'est merveilleux, parce que vous pouvez faire du comparatisme. Alors, vous avez des États, si vous prenez un délit particulier bien spécifié, vous pouvez étudier à propos de ce délit la manière dont il est puni, voir s'il est très puni, très peu, etc. Et puis essayer de mettre ça en relation de manière causale avec un éventuel effet dissuasif de la peine. Donc vous voyez, c'est une très très belle étude de sociologie comparative que Tullock a livrée dans cet article-là. Enfin, c'est de la très bonne sociologie quantitative, comparative, appuyée sur des méthodes statistiques ayant fait leurs preuves, etc. Bon, c'est un article qui mérite toujours aujourd'hui d'être lu. Je ne sais pas s'il l'est toujours, mais lorsque les sociologues spécialistes de délinquance font de la bonne sociologie, ils font ça. Ils utilisent ce modèle-là. Bon, alors par ailleurs, Tullock, en tant que citoyen, c'était pas du tout Daniel Bell. C'était un homme beaucoup plus conservateur que Daniel Bell. Bon, mais ça c'est simplement un exemple qui me vient à l'esprit, si vous voulez. Mais on trouvait dans Public Interest une quantité très grande d'études qui reposaient, certaines étaient quantitatives, comme cet article de Tullock, d'autres étaient plus sociologie qualitative ou analyse politique, mais dans tous les cas, c'était des articles obéissant à l'esprit scientifique. Et tout, on essayait de tirer des conclusions politiques. Donc, autrement dit, tous ces articles étaient dominés par l'esprit scientifique. Les gens eux-mêmes, en gros, appartenaient à des variantes un peu différentes de l'échiquier politique américain, mais tous ces articles, encore une fois, ce qui frappait, c'est qu'ils étaient tous inspirés par une volonté d'application de l'esprit scientifique. Alors il faut dire que dans ces années du public interest, l'esprit scientifique était une valeur très installée dans les universités américaines. Après, les universités américaines elles-mêmes, ont été un peu ébranlées. Hein. Mais il reste tout de même dans les universités américaines de larges poches, dans les universités allemandes aussi, je dirais,
dans certaines universités, certains groupements français aussi, mais peut-être moins, de larges poches de gens qui travaillent dans un esprit scientifique. Alors l'esprit scientifique va prendre des formes différentes selon les sujets dont vous vous occupez. Dans certains cas, ça va prendre la forme d'analyse statistique sophistiquée. Dans d'autres cas, ça va prendre la forme de modèles mathématiques. Dans d'autres cas, ça va prendre la forme d'une philosophie politique très argumentée. Bon, ça peut prendre des formes extrêmement différentes. Alors cet esprit scientifique, défini au sens large, ben, il existe encore. Il a été ébréché, je le dis, dans les universités. Il était dominant dans les universités américaines pendant très longtemps. Si vous en sortiez dans les années 60, vous aviez du mal vraiment à mettre le pied dans une université américaine. Je me souviens avoir, comme je déjeunais souvent avec des collègues de Columbia, mais si j'étais étudiant, quelquefois j'avais le bénéfice de confidence. Et bon, ben, il y avait un certain nombre d'impétrants qui même, quand ils avaient fini leur thèse, s'ils essayaient de mettre le pied dans la porte de l'université, on leur disait que c'était pas la peine parce que le travail était insuffisant du point de vue scientifique. Et ce qui était vrai de Columbia, c'était certainement moins vrai d'autres universités moins prestigieuses, mais c'était vrai à Chicago, c'était vrai à Michigan, c'était vrai dans les grandes universités. Alors, il y a toujours aujourd'hui ces pôles, et c'est ce qui fait que, et il y a malheureusement, il faut le dire, on ne sait tout de même pas un hasard si l'innovation en matière d'informatique, ça se fait plutôt aux États-Unis qu'ailleurs. Enfin, c'est essentiellement, je prends l'exemple de l'informatique parce qu'il est un peu caricatural, mais je pourrais prendre d'autres exemples. Ça vient du fait que les institutions américaines ont quand même beaucoup mieux tenu le coup que les institutions européennes. Enfin, je suis frappé par le fait qu'il y a eu une enquête que j'utilise beaucoup dans ce que j'ai écrit, c'est la grande enquête qui a été effectuée en 1993 par l'Université de Michigan. C'est une enquête qui portait sur 43 pays, sur 1000 personnes à qui on posait 400 questions. Je ne sais pas si vous voyez le coût que ça représente. Bon, malheureusement, on est obligé de dire. Alors cette enquête, ce type d'enquête à l'origine a été beaucoup mise sur le marché en Europe par mon maître français, qui était Jean Stotzel, le fondateur de l'IFOP. Ça a ensuite essaimé aux États-Unis, mais il n'y a guère qu'aux États-Unis qu'actuellement vous pouvez mener ce genre d'enquête. Oui. Bon, alors, il faut le dire, vous parlez des États-Unis, toujours aujourd'hui, les grandes poches solides, les grandes poches qui sont imprégnées d'esprit scientifique, d'innovation scientifique, d'efficacité scientifique, elles existent toujours, elles sont plus nombreuses, plus larges, elles fonctionnent de manière beaucoup plus fluide, pour les raisons qu'on disait au début, que dans les pays européens. Bon, ben c'est comme ça.